Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va commencer, même si on est devant un public de professionnels, tout le monde vous connaît plus ou moins. Et histoire de se rafraîchir un petit peu la mémoire, vous allez nous présenter vos établissements respectifs rapidement. Domitien, commencez avec vous. Voies navigables de France est un établissement public administratif de l'État qui gère 6500 km de voies navigables en France qui sont soit artificielles, soit des portions de fleuves ou de rivières. Et sur le sud-ouest, nous gérons un peu plus de 600 km de réseau qui vont de Bordeaux, du pont de Pierre de Bordeaux, jusqu'à l'étang de Thau, et donc à cheval sur le périmètre de deux agences de l'eau. Jean-Michel Fabre, je l'ai dit, le SMEAG est devenu, on va en parler, l'établissement public Garonne-Gascogne et affluent pyrénéen. Bien, effectivement, il y a encore 2 jours, j'étais président du SMEAG. Le SMEAG était un syndicat qui regroupait 4 départements et 2 régions, donc tous les départements qui sont le long de la Garonne, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, la Gironde et les 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et depuis avant-hier, il est devenu établissement public Garonne, Gascogne et affluent pyrénéen. Et vous aurez compris à l'évocation de ce nom que nous ont rejoint dans ce syndicat à la fois les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège. Et donc, on s'occupe de gestion quantitative de l'eau, de faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans la Garonne, mais aussi des questions de biodiversité et des questions de prévention des inondations. Et enfin, Willy pour Rivéo du Sud-Ouest. Bonjour, bonjour à tous. Rivéo du Sud-Ouest est une société d'économie mixte, donc une entreprise publique créée par l'État il y a 66 ans qui aujourd'hui appartient à un actionnariat mixte des collectivités, les 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ici dans le Sud-Ouest, et 12 départements de ces 2 régions, ainsi que des établissements bancaires. La raison d'être de l'entreprise est d'assurer partout où elle intervient un partage équitable et durable de l'eau à partir de 4 principales activités. La gestion des systèmes hydrauliques complexes. On est concessionnaire sur une petite trentaine de concessions de services publics dans le sud-ouest et dans l'ouest de la France. L'ingénierie, on a une équipe d'une centaine d'ingénieurs qui intervient sur tous les domaines liés à l'eau, à l'hydraulique et aux ouvrages hydrauliques. La transition agricole avec une ferme expérimentale dédiée à la transition agroécologique. Et enfin le développement des énergies renouvelables à partir de l'eau uniquement. C'est un beau programme et on verra que c'est assez complexe. Partons des VNF. Finalement, il y a une évolution parce qu'on vous associe historiquement à la navigation et vous êtes devenu avec le temps un acteur multi-usage de la ressource en eau. Expliquez-nous, Domitien. Alors effectivement, l'usage historique des voies navigables qui ont un écho historique particulièrement important chez nous, notamment avec le canal du Midi, c'est d'abord la navigation. Mais de fait, le grand public ignore souvent que l'essentiel de notre ressource en eau vient irriguer des besoins d'intérêt général. Le milieu agricole, bien entendu, sur le canal du Midi, en période de haute saison, c'est 50% de la ressource en eau qui transite par le canal qui sert des usages agricoles. L'eau potable, dans bien des cas, quelques usages industriels. Dès lors que nous captons de la ressource dans le milieu naturel par différents systèmes, en Garonne pour le canal latéral à la Garonne, via le système alimentaire de la Montagne Noire ou via l'Aude pour le canal du Midi, notre responsabilité, c'est d'utiliser cette ressource à bon escient et c'est de trouver les meilleurs compromis possibles avec les acteurs qui viennent chercher cette ressource en eau. Donc, vous avez peut-être entendu parler, il y a quelques années, de conflits entre Voies navigables de France et le monde agricole. Nous alimentons via le système alimentaire de la Montagne Noire le barrage de la Ganguise, qui est très connu du monde agricole en Occitanie. Et dans une période de très forte tension hydraulique, les agriculteurs considéraient, le monde agricole considérait que la ressource n'était pas, la contrainte n'était pas partagée équitablement entre les usages agricoles et de navigation et était venu dégrader nos portes d'écluse. Donc ça, c'est un espèce de traumatisme fondateur qui nous a amené à dire il faut absolument changer de braquet dans la manière de piloter notre ressource en eau et dans la manière de construire des stratégies de pédagogie, de transparence et d'alliance avec le monde agricole et les élus locaux. Le souci, c'est que la réglementation actuelle n'est pas forcément à la hauteur. Quand on a échangé, vous m'avez parlé d'une hypocrisie généralisée, où il y a des tolérances sur des prélèvements qu'on va qualifier pudiquement d'illégaux. Comment on fait pour s'entendre, se mettre autour de la table, essayer de trouver des solutions ?
Oui, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur le canal du Midi, on a une série de prélèvements qui sont illégaux, mais qu'on aurait du mal à légaliser si on voulait le faire, puisqu'il n'y a pas de droit d'eau correspondant. Donc ça, c'est une question épineuse autour de laquelle les acteurs publics tournent un peu en rond depuis des années. Or, il est très difficile de mobiliser notamment le monde agricole s'il n'y a pas un sentiment d'équité. Cette question de l'équité est absolument fondamentale. Et beaucoup d'acteurs ont fait des efforts considérables d'investissement, de modernisation pour réduire leurs prélèvements dans le milieu. Et s'ils ont l'impression que de l'autre côté, certains non seulement pompent massivement sans autorisation et sans payer, on n'arrive pas à faire société autour de l'eau. Donc ça, c'est un défi essentiel qui va probablement supposer, sous l'autorité des préfets, d'arriver dans les années à venir à constater qu'il y a un certain nombre d'usages, même s'il n'y a pas de droit d'eau en face, qu'il faut accepter de régulariser sous conditions, sous contrat, sous engagement de modernisation. Et ça nécessite bien évidemment beaucoup de courage. Voilà. On le voit, ces situations sont complexes puisque vous devez, toutes choses n'étant pas égales par ailleurs, gérer beaucoup de paramètres, et notamment le SMEAG qui se transforme, là on plaisantait un peu sur les termes, mais ce n'est pas anodin, et il s'élargit. On le sait, on le sent, le réchauffement climatique est bien présent, donc il faut agir. Le rôle historique, vous m'avez dit, c'est un soutien d'étiage, vous allez nous expliquer, et pourquoi cette gouvernance finalement s'élargit-elle? C'est-à-dire qu'on est en train de prendre le problème à bras-le-corps. Alors, on prend le problème à bras-le-corps, mais il ne faut pas penser qu'il n'y a rien qui a été fait sur le territoire, puisque ça fait 30 ans que le SMEAG, pour faire simple, lâche de l'eau dans la Garonne, et 30 ans qu'un dispositif s'est mis en place. Simplement, et Willy Louis c'est bien placé pour le savoir, les crises de 2022-2023 ont renforcé l'idée qu'on avait absolument besoin d'une cohérence d'ensemble. Quand l'eau part de la Neste, il y en a une partie qui vient sur la Garonne, puisque c'est un des affluents, et il y en a une partie qui part sur le canal de la Neste. Donc on a des questions de partage de l'eau, d'interdépendance entre bassins, qui est indispensable à gérer aujourd'hui. Quand on est dans cette logique-là, il faut toujours partir de la base, c'est qui est de dire, nous on est là, notre structure, qui est un regroupement de collectivités, de départements et de régions, pour travailler sur le multi-usage. Alors, on a parlé des usages, mais on est le multi-usage. Et moi, je voulais remercier qu'on soit ici, parce qu'ici, on a un symbole de tout ce qui est le multi-usage. Vous avez le Bazacle, juste là-bas, c'est le premier endroit, au XIIe siècle, il y a eu des moulins, les premières sociétés anonymes d'ailleurs, qui permettaient d'utiliser l'eau de la Garonne. Au même endroit, vous avez aujourd'hui EDF, et j'ai bien aimé ce qu'a dit tout à l'heure l'ambassadeur, en disant ça fait un peu peur EDF. EDF, c'est un des partenaires majeurs de notre structure. 80% de l'eau qu'on lâche dans la Garonne vient des réserves hydroélectriques pour les Hauts-Garonnais, le lac d'eau, et c'est aussi celui qui nous permet d'avoir de l'énergie ici localement. Cette eau, on a besoin de la boire. 2,5 millions de personnes dépendent sur le bassin de la Garonne de la qualité de l'eau qu'il y aura dans la Garonne, dans l'Ariège, et des quantités qu'il va y avoir. Et là, toujours pareil, au Bazac, vous avez un laboratoire qui en continu analyse l'eau de la Garonne. Et on s'occupe de biodiversité. Et là aussi, vous avez une passe à poissons. Tous les Toulousains y ont amené leurs enfants des centaines de fois et ont essayé de voir passer les poissons. Donc tous ces sujets, biodiversité, eau potable, industrie et agriculture, c'est des sujets qui nous concernent ensemble. Donc passer à une autre échelle, c'était se donner le moyen d'agir collectivement. Chacun de son côté, on ne sera pas à la hauteur du défi climatique et on a besoin de trouver ensemble les solutions. Willy, de votre côté, au niveau de Rivéo du Sud-Ouest, vous gérez, vous faites de la gestion hydraulique, justement, sur quoi vous appuyez sur 3 piliers fondamentaux, et on va parler justement, commencer à parler des solutions. On parle de tarification progressive, vous allez nous dire. Mais d'abord, sur quoi vous fondez votre action? Oui, juste avant de peut-être d'aborder la réponse à la question, moi je voudrais rebondir sur ce qu'il a déjà été dit, puis ce sur quoi Elodie Galco a beaucoup insisté ce matin. Effectivement, le bassin Adour-Garonne est en première ligne face au changement climatique, et ça on l'observe depuis très très longtemps sur les systèmes hydrauliques que nous gérons, notamment le système Nest, mais aussi le système Adour ou tout un tas d'autres. Sur le système Nest, pour prendre cet exemple, Jean-Michel Fabre évoquait la rivière Nest. Sur la rivière Nest, on observe une diminution du débit de 30% en 30 ans. En moyenne, c'est 1 point tous les ans. Et cette tendance, on sait dès à présent qu'elle va se poursuivre sur les 25 ou 30 prochaines années. Donc on aura perdu en un demi-siècle quasiment la moitié des débits en été
de la rivière. La cause, c'est l'augmentation des températures qui augmente le niveau de l'enneigement et donc diminue globalement le stock d'eau par la neige. C'est la fonte de la neige qui est plus précoce parce que les températures sont plus chaudes au printemps. Et ça, il faut le mettre aussi en vis-à-vis du besoin qui augmente parce que les températures sont plus élevées. La plante, enfin, tout le monde, et en particulier la plante, a besoin de davantage d'eau. Il y a davantage d'évapotranspiration. Et donc, il faut résoudre cette équation assez délicate de trouver le moyen de rendre disponible une ressource en eau qui se raréfie. Donc ça, c'est le défi d'un certain nombre d'acteurs ici, et en particulier de celui de Riveo, qui est l'opérateur technique, un opérateur public technique face à ça. Pour essayer de résoudre cette équation compliquée, on active plusieurs leviers. Je ne vais pas revenir sur le mix de solutions qu'Elodie Galco a évoqué ce matin. Nous, à notre niveau, on travaille beaucoup sur l'opérationnalité et les rapports avec les différents usages. Le multi-usage, j'y reviens pas, ça a été évoqué, la biodiversité, l'industrie, les loisirs, l'AEP, la pêche, l'irrigation évidemment. L'enjeu, c'est comment on contractualise. C'est difficile de satisfaire tout le monde. Ça peut être prioriser, ça peut être il faut avoir l'intérêt public en tête. Ça peut être difficile de satisfaire tout le monde, notamment sur les années déficitaires hydriquement. Jean-Michel évoquait 2022. 2022 est l'exemple d'une année très compliquée, avec des restrictions qui ont été mises en place dès le mois de juillet et des interdictions de prélèvement qui ont été généralisées dès le 15 août ou 20 août. Donc, on se rend compte, avec des années comme ça, que la disponibilité de la ressource en eau, en tout cas, le volume d'eau qu'on est en capacité de mobiliser pour satisfaire les usages, n'est pas suffisant. Pour essayer de gérer au mieux, et Domitien l'a dit, il faut diffuser ce sentiment d'équité. Pour arriver à ça, il faut d'abord contractualiser. On a des contrats avec tous les usagers, avec tous les préleveurs. Et c'est important de signifier dans un document qui est signé des deux parties, voilà ce à quoi vous avez droit, voilà comment ça va se passer si la ressource n'est pas suffisante. Ce que vous entendez par préleveur, majoritairement, l'eau est utilisée par qui? Les agriculteurs? Les syndicats d'adduction d'eau potable. Ouais. Si je prends l'exemple de la Nest, du système Nest, c'est 300 000 habitants qui sont alimentés en eau potable par la dérivation de la Nest via le canal de la Nest. Mais ce sont aussi évidemment les irrigants, les industriels, mais aussi les irrigants. C'est 55 000 hectares de cultures irriguées sur le système Nest. Nous avons au total, nous, en France, on va dire, sur l'ensemble des systèmes qu'on gère, 10 000 clients agricoles, avec des contrats qui précisent ce à quoi ils ont droit, ce en quoi on s'engage, et puis qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas assez d'eau. Et s'il n'y a pas assez d'eau, en l'occurrence, mais là, ce n'est pas nous, hein, c'est l'administration d'État, définit des règles de priorité. Ben, s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, quels sont les premiers à qui on va demander des efforts? Donc ça, c'est l'aspect contractualisation. Mais pour aboutir à ce sentiment d'équité dont il était question tout à l'heure, ben, il faut beaucoup dialoguer, il faut beaucoup discuter. Ce n'est pas juste un contrat. C'est des instances de concertation qui se réunissent plusieurs fois par semaine, des comités de gestion. Nous, on a la commission Nest, mais il y en a partout, et qui permettent d'associer les différents acteurs, les différents usagers aux décisions de gestion, aux décisions de stratégie pour qu'ils aient ce sentiment que l'eau, elle est répartie comme on peut au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Alors justement, dans cette volonté de dialogue accru, suite à cet épisode initial traumatique, quelles actions vous avez menées pour... Et je n'ai pas parlé de tarification. Oui, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, parce que je donne la parole à tout le monde. Bon, on m'a dit que c'était M. Fabre le plus bavard, finalement, Willy. Comment on fait, Domitien? Est-ce qu'il y a des actions menées, de coopération réussies, de cas concrets de partenariat, ou finalement cette recherche d'équité, où on réussit finalement à s'entendre quand on se parle et on se comprend? Déjà, un premier aspect, c'est la transparence. Donner à voir quels sont l'état de nos volumes d'eau, être plus performant sur la mesure de nos volumes d'eau. Et donc, on a un vaste programme de modernisation de notre instrumentation avec le soutien des agences de l'eau pour que le monde agricole, qui, nous, est notre principal client, entre guillemets, sur le prélèvement de la ressource, ait le sentiment d'être associé aux choix stratégiques et qu'on fait au mieux dans une logique d'intérêt général. Ensuite, un cas très concret que l'on peut citer, c'est ce que nous avons fait sur le canal de la Robine, qui joint donc le canal du Midi à Port-la-Nouvelle en Méditerranée, où il y avait des problèmes de fuite absolument considérables. Et donc, on a à la fois écrit une charte avec le monde agricole
pour définir des objectifs concrets d'amélioration de gestion de la ressource en eau, qui passaient par des travaux considérables de la part de VNF sur l'infrastructure et qui passaient par la modernisation des systèmes de pompage avec des captages en temps réel de la part du monde agricole. Et il n'y avait pas de défiance initiale de se dire en VNF il faut surmonter les... Il y avait une défiance initiale qui était de dire bon, VNF, sont des ingénieurs qui gèrent leur infrastructure en tuyaux d'orgue et qui sont obsédés par la navigation. Et finalement, au travers de ce type de démarche, on montre qu'on est des acteurs du développement des territoires. In fine, cette contractualisation qui amène à des investissements massifs et de VNF et du monde agricole sur le canal de la Robine, ça a permis des économies très considérables de ressources en eau, qui fait que hier, on a dressé le bilan du projet territorial de gestion de l'eau sur l'ensemble de l'Aude. On a réussi à diminuer les prélèvements d'au moins deux en quantité par rapport à ce que c'était jusque-là. Ça contribue à plus de la moitié à ce que les objectifs de ce projet territorial soient atteints. Donc ça, c'est un exemple concret de coopération qui amène à faire des efforts chacun de part et d'autre au service de la maîtrise de la ressource. Je conclurai juste en disant qu'il y a un peu un angle mort de la réflexion, c'est que si on ne va pas jusqu'à questionner des pratiques agricoles, notamment il y a de la riziculture autour du canal de la Robine, parce qu'on a un milieu littoral qui est extrêmement consommatrice d'eau, les efforts ne prendront pas tout leur sens. Donc j'ai envie de dire l'étape d'après. Comme vous êtes très clair, Domitien, ça veut dire qu'il leur faudrait abandonner la riziculture parce que trop consommatrice d'eau. Moi, j'ai aucune légitimité à dire ça, mais il est certain que aujourd'hui, ça n'est plus viable de faire de la riziculture en climat méditerranéen en prélevant de la ressource dans le milieu, et qu'il faut s'interroger sur la pérennité de ces cultures. Je sais que Riveo s'engage beaucoup avec sa ferme expérimentale qui suscite mon admiration, et c'est sans aucun doute l'étape d'après. Jean-Michel, vous souhaitez réagir? Non, sur ce sujet-là, je pense que ce qu'on voit bien ici, c'est que la question de l'eau pose une question d'aménagement du territoire. Et qu'il ne faut pas avoir des injonctions en disant il suffit d'abandonner le maïs et tout ira bien. Non, il ne suffit pas d'abandonner le maïs, parce qu'on doit agir sur tous les leviers. On peut faire évoluer les cultures, et c'est pour ça, ça a été dit, on n'a pas la légitimité les uns et les autres de dire il faut faire ceci ou cela. Par contre, on a l'obligation collective, et Willy Louis l'a dit, d'être ceux qui organisent le dialogue entre tous les acteurs. C'est ma mission de l'organiser entre tous les départements et les collectivités, mais c'est aussi ma mission de faire en sorte qu'il y ait des endroits où on travaille, ça s'appelle les clés des sages, sur tout le territoire, qui réunissent tous les acteurs, où on a besoin de faire dialoguer les associations environnementales, les agriculteurs, les collectivités locales, les industriels. Oui, mais est-ce que ça ne tire pas à U et à Dia, eu égard au fait que chacune de ces composantes n'a pas forcément les mêmes objectifs? Non, mais bien sûr, mais si on n'a pas de dialogue sur l'eau, on aura la guerre de l'eau. C'est inéluctable. Donc c'est à nous. Et quand on met les gens autour de la table, quand on construit les solutions ensemble, quand on sort des postures de chacun, les solutions, on le trouve. Il y a un sujet qui a mis régulièrement un peu le feu sur tous nos territoires. Il y a ceux qui disent si on ne fait pas de bassines, c'est mort. Il n'y a que les bassines qui peuvent nous en sortir. Et puis ceux qui disent jamais il faudra de bassines. Mais ils ont tort tous les deux. Ce n'est pas les bassines d'une sorte ou les réserves qui nous permettront de tout résoudre. Mais il y aura vraisemblablement besoin d'en faire des nouvelles. On peut travailler jusqu'à 2030-2035, mais après 2035, on sait qu'il faudra réfléchir sur ça. Donc, il faut arriver à embarquer tout le monde. Et ça a été dit tout à l'heure, encore une fois. Il faut sortir des éléments simplistes. Alors, je le dis très souvent, moi, quand je rentre dans une salle où j'entends des gens qui disent « c'est simple », j'ai envie de sortir. Vous voyez, là, je suis avec des interlocuteurs qui ont parlé de complexité. On a tous besoin d'apprendre la complexité. Mais ils la vivent, la complexité, tous les jours dans leur travail, donc ils savent. Voilà, et donc, mais sauf qu'on a besoin de la partager avec tout le monde. Je vais prendre un exemple très simple. Les étudiants qui font la fête sur la place Saint-Pierre, là. On a fait une étude sociologique avec le SMEAC pour demander comment les gens percevaient les risques sur la Garonne. Les jeunes qui viennent là, eux, le risque qu'ils voient, c'est la pollution. Pas la pollution chimique, la pollution par les bouteilles. Pourquoi ? Parce qu'ils voient passer les bouteilles. Par contre, là où ils sont, c'est un plan d'eau. La Garonne, elle est jamais basse, là. Vous faites 200 mètres, vous allez après le pont des Catalans, et là, en ce moment, vous voyez qu'elle est à sec. Donc, on a besoin d'expliquer ce genre de choses toutes simples, ce qui a été fait pendant une semaine, mais qui ne peut être réservé qu'à quelques-uns.
On a besoin d'expliquer ça. Et pour moi, un des messages principaux, c'est toujours de dire il n'y aurait pas l'eau qu'il y a dans la Garonne si l'été, on ne lâchait pas d'eau. Si ça, on ne le fait pas passer à tout le monde, quand on va discuter d'utiliser les retenues, d'acheter de l'eau, etc., personne ne le comprendra. Alors, c'est assez subtil, ça. On va venir sur la tarification, mais Willy, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Fabre, il y a un système assez fin qui est basé sur l'expérience, sur la technologie, sur beaucoup de paramètres, sur justement ce lâchage d'eau. Et quand on a échangé, vous m'avez dit c'est important de le souligner, comme vient de le faire M. Fabre, parce que, alors j'imagine que le public de connaisseurs le sait, mais on marque un petit peu le coup. Vous régulez l'eau. Il y a des, je l'ai dit, c'est très complexe. Et il y a une grosse latence de 3 jours. Comment on fait et on travaille sur quels paramètres pour que ça se passe bien? Une des missions centrales de Riveo, au travers des concessions de services publics que nous avons en gestion, consiste à assurer la réalimentation de rivières. C'est 3500 km de rivières que nous réalimentons en permanence, quasiment du 1er janvier au 31 décembre, notamment sur le système Nest, mais aussi sur le système Adour ou ailleurs sur le système Drô, un petit peu plus au nord du bassin. Réalimenter les rivières, Étienne l'a dit ce matin, c'est quelque chose de très complexe et on s'appuie sur la technologie. On a à peu près 1 millier d'instruments de mesure en permanence sur les différents ouvrages, sur les lacs, sur les rivières, dans les stations de pompage, etc., qui nous renvoient l'information qui est remontée en direct sur notre salle de gestion des eaux qui est basée à Tarbes. Et c'est à partir de Tarbes et de la salle centralisée de gestion des eaux et de l'analyse de toutes ces données qu'on compare à l'analyse des données de prévision météo, de prévision de prélèvement, etc., etc. Mais surtout, l'expérience que notre logiciel, qu'on a développé et emmagasiné depuis 60 ans, on essaie de créer des scénarios sur les 3 jours à venir concernant la quantité de prélèvement en regard à la quantité de précipitation, etc., pour mettre le mètre cube d'eau qu'on aura besoin de mettre au bon endroit, au bon moment, pour qu'il arrive 3 jours après à un endroit qui permettra de satisfaire au maximum tous les usages, dont je redis que le premier des usages qu'on satisfait aujourd'hui, puisque c'est 70% des volumes d'eau qui sont concernés, c'est la biodiversité et le milieu naturel. Donc il faut de l'eau suffisamment dans les rivières une fois que l'irrigant a prélevé, une fois que le syndicat d'adduction d'eau potable a prélevé, une fois que l'industriel a prélevé, il faut qu'on en laisse suffisamment dans la rivière pour permettre la vie aquatique. Et ça, c'est très compliqué, s'agissant de rivières qu'on réalimente quasiment à 100%, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette action de l'homme, enfin des hommes et des femmes qui travaillent dans notre entreprise, il n'y aurait pas d'eau dans ces rivières. La tarification, c'est important puisque nous avons mis en place, il y a 2 ans et demi, une tarification incitative, en ce sens où les tarifs augmentent par tranche en fonction des... Alors uniquement pour les irrigants, les préleveurs irrigants, en fonction du niveau de consommation. Donc les premiers mètres cubes ne sont pas très chers, les mètres cubes suivants sont un peu plus chers, etc. Et puis quand on arrive à un dépassement d'un certain seuil, le tarif devient totalement dissuasif. Donc l'objectif, évidemment, c'est de sensibiliser aussi. Il y a une adhésion de toutes les parties prenantes. On a construit cette structure tarifaire avec eux. Donc on les a associés et à la fin, il y a eu des discussions, des négociations naturellement. Et à la fin, on est convenu d'un consensus, d'un compromis autour de la mise en place d'une tarification incitative. Donc ils ont été totalement partie prenante. Il nous reste 5 minutes, alors on va se projeter un petit peu. Finalement, quelles évolutions réglementaires les voies navigables de France souhaitent-elles au niveau national pour encourager les pratiques vertueuses? Nous, on a un sujet qui est qu'aujourd'hui, la réglementation fait en sorte que la facturation de l'eau est calculée sur la capacité maximale de pompage d'une pompe, ce qui n'incite pas du tout aux usages vertueux. Donc nous avons besoin d'une inflexion réglementaire sur ce sujet. Il faut changer de modèle? Il faut se fonder sur quoi? Pour être plus proche d'une facturation au réel. Donc on pousse des modifications réglementaires sur le sujet qui sont un peu longues à faire avancer, mais c'est absolument fondamental parce que le sentiment d'équité dont on parlait tout à l'heure, il est impossible à tenir si la réglementation va à l'encontre de ça. Jean-Michel, tout neuf auréolé de ce nouveau statut. Vous parliez de vos nouvelles missions. On a aussi parlé de biodiversité. Voilà, avec cette nouvelle appellation. Rappelez-le d'ailleurs. Le syndicat s'appelle comment? Alors, c'est l'établissement public Garonne-Gascogne
et affluent pyrénéen. Alors, je pense que là, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ces nouvelles missions, alors, plus largement? Ces nouvelles missions, je crois qu'il faut qu'on ait une approche globale des questions d'eau. On a beaucoup parlé du manque d'eau. Tous les territoires subissent aujourd'hui des inondations, de manière différente de ce qu'on avait avant. Et il faut qu'on ait une coordination plus importante. Et la biodiversité, on voit bien qu'elle est en danger. On est sur un endroit où il y a des saumons qui remontaient il y a quelques années. Il en remonte quelques-uns. Mais là, en ce moment, vous avez les silures qui les attendent. Vous pouvez les voir depuis la passerelle. Donc, on a besoin de réfléchir sur tous ces sujets. On n'a pas des solutions uniques, mais moi, j'ai quelques règles simples. La première, il faut qu'on apprenne tous à faire en sorte que l'eau reste là où elle tombe. C'est très simple comme principe. Quand on est dans des zones agricoles, il faut qu'il y ait des terres qui retiennent l'eau. Ça veut dire changer les cultures. Quand on est sur des zones naturelles, il faut qu'on ait des zones humides qu'on préserve. C'est nos stocks d'eau. Il y a de moins en moins de neige, il reste les zones humides et il faut les préserver. Et quand on est en ville ici, il faut désimperméabiliser, il faut que l'eau puisse rester. Donc cette règle, elle doit devenir l'obsession, d'autant plus que ça fait des dizaines d'années, voire des centaines d'années qu'on a fait l'inverse, qu'on a cherché à faire en sorte que l'eau aille le plus vite possible à la Garonne et dans l'océan. Et Nougaro, qui est du coin, disait d'ailleurs que l'eau allant trouver solution pour la pollution à Bordeaux. Vous voyez, donc il y a pendant Après, quelques la années... remise en question du ZAN, quand même, ça va pas trop dans le sens de ce que vous dites. Hein. Mais je pense que là-dessus, la remise en cause du ZAN, je pense que c'est une erreur d'avoir remis en cause le principe. Et effectivement, il faut qu'on garde des zones naturelles. Mais attention, la notion de zone d'infiltration n'est pas la même que la notion du ZAN. C'est un peu complexe là aussi. Mais en gros, on retient qu'il faut que l'eau reste là où elle tombe. Et avec ça, on s'en débrouillera. Et puis le point aussi important, et je termine par ça, la sobriété. On n'attend pas qu'il y ait les restrictions pour qu'il y ait la sobriété. C'est toute l'année pour tout le monde. Et on termine avec vous, Willy. Vous avez 10 minutes pour nous parler de cette expérimentation que louait il y a quelques instants Domitien, la ferme de la Mirandette. Justement, on parle de co-construction dans le titre. Expliquez-nous. Oui, parce qu'un des enjeux, évidemment, Jean-Michel l'évoquait à l'instant, c'est celui de la sobriété. Ou comment imaginer des solutions par la technologie ou par d'autres moyens, de même pour limiter la consommation en eau, y compris en agriculture. On travaille depuis très très longtemps sur les sujets d'agroécologie. Nous sommes propriétaires exploitants d'une ferme expérimentale d'une 30aine d'hectares qui se situe à Masseube, dans le Gers. Et c'est une ferme qui est entièrement dédiée à des travaux sur l'agroécologie. Donc on y fait de l'innovation, de la recherche et développement, en partenariat avec des centres de recherche, en partenariat avec des coopératives agricoles aussi, en partenariat direct parfois avec des agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs. Très concrètement, je ne vais pas décliner tout ce qu'on y fait, mais très concrètement, on y mène des travaux, on y mène des expérimentations de goutte à goutte intérêt, on y mène des expérimentations de certaines plantes qui ont des vertus particulières, qui produisent des graines qui, quand elles tombent, ont cette particularité de jouer le rôle d'éponge et donc de retenir l'eau très très longtemps et donc de permettre une certaine humidité à la surface du sol pendant très longtemps, etc., etc. Un certain type de labour, évidemment, puisque l'agroécologie, c'est une agriculture normalement sans labour, etc. Donc on a fabriqué des outils agricoles spécifiques pour nos travaux. Moi, je crois beaucoup à la science et je crois beaucoup à l'incitation ou à l'exemplarité qui peut être... ce type de signal qui peut être envoyé aux agriculteurs, qu'on doit accompagner naturellement. Et l'accompagnement qu'on leur doit, il est peut-être d'ordre financier, j'en sais rien, mais en tout cas, consiste aussi à leur montrer par l'exemple ce qu'il est possible de faire autrement que par de l'agriculture conventionnelle. Merci Willy, merci à tous les trois pour la qualité de vos interventions. On peut les applaudir, merci beaucoup.